Alors j'ai envie, là, délibérément, de faire ce qu'on appelle un coq à l'âne, encore que je ne connais pas bien l'origine de cette expression, parce que je voulais vous poser une question sur une phrase d'un de vos livres, je crois que c'est Au péril de la science. Une phrase qui m'a beaucoup plu, je ne pense pas qu'elle plaira à tout le monde, mais justement, il faut la lire, il faut lui donner son sens. C'est à propos, d'ailleurs, parler de l'ingénieur en l'occurrence, peut-être pourrait-on trouver aussi d'autres équivalences. Vous dites, l'ingénieur qui loue son intelligence au moi pour améliorer les techniques et les résultats financiers d'une entreprise dont les finalités lui sont totalement inconnues, se prostitue-t-il moins que la demoiselle qui loue ses charmes au profit d'un client dont elle ignore tout? Voilà une phrase, à la limite, elle se suffit à elle-même, il n'y aurait pas tellement besoin d'extrapoler dessus. Mais je la trouve courageuse, je la trouve juste, et je me demande si beaucoup de personnes ont le recul nécessaire pour se rendre compte parfois de ce que vous dites par la prostitution généralisée que notre époque provoque. Enfin, est-ce que, dans l'ensemble, cette prostitution, en tout cas cette démission, on pourrait dire davantage, qui précisément se fait en même temps que la science elle-même augmente son regard, augmente ses découvertes, augmente des éléments de réflexion qu'elle pourrait nous donner et sur lesquels nous appuyer. Comment voyez-vous justement j'allais dire, cette incompréhension entre d'un côté une science qui nous apporte des éléments de réflexion, de connaissance et donc à la limite de décision, et d'un autre côté des attitudes qui dans la société nous font démissionner en fait quotidiennement. Alors ça, cette phrase-là, je l'ai écrite parce que je suis de plus en plus révolté. J'admire ce monde, j'admire l'homme, je suis émerveillé et je suis écœuré par ce qu'on en fait actuellement. On est en train de se précipiter dans l'horreur, justement, dans la prostitution généralisée, dans la compétition, dans la concurrence, dans la destruction. Et c'est en tant que grand-père que j'arrive plus à accepter ce monde d'aujourd'hui. Alors c'était une de mes phrases méchantes parce que je suis polytechnicien, je suis ingénieur, et je suis écœuré devant ces gens qui ont voué leur vie à simplement réussir une carrière. Mon Dieu, quelle horreur. Et puis à faire... au fond, à devenir des objets au service de choses qu'ils ignorent et ils s'en foutent. Il n'y a plus de finalité nulle part. Donc il faut absolument réagir. Mais là, ça sera probablement le sujet de notre dernière rencontre. Là, c'est l'homme d'aujourd'hui scandalisé qui essaie de réagir. J'essaie de réagir quand, par exemple, je travaille actuellement avec l'abbé Pierre, avec tous les groupes qui sont autour de lui. Écoutez, je vais être encore plus méchant. Nous avons tous, il y a quelques mois, été solidaires des petits-enfants de Neuilly qui étaient pris en otage par un fou qui les menaçait de mort. On était tout contents que ça se termine bien, au moins pour les enfants. Mais aujourd'hui, quand je vois 55 enfants, rue du Chalet, métro Belleville à Paris, qui sont menacés tous les jours d'être foutus dehors à 6 heures du matin par des huissiers et des flics, et qui en sont vraiment bien traumatisés, ces pauvres gosses, est-ce qu'ils ne sont pas pris en otage par le maire de Paris, qui se conduit très exactement comme le fou de Neuilly? Bien sûr, je ne dis pas du mal de monsieur le maire de Paris, je ne veux pas savoir qui c'est. Mais la municipalité de Paris, donc moi qui participe à ça, qui actuellement creuse des trous autour de ces maisons pour essayer de les faire tomber, qui a coupé l'arrivée d'eau, et ces familles sont obligées de faire la corvée d'eau tous les matins, alors qu'il y avait des robinets. Eh bien, est-ce que ces familles-là ne sont pas prises en otage complètement? C'est scandaleux, et tout le monde s'en fout, et tout le monde laisse faire. Qu'est-ce qu'ils ont de différent des enfants de Neuilly? Un peu la couleur de la peau, probablement, mais on ne va tout de même pas tenir compte de ça. Eh bien, cette société d'aujourd'hui, qui tout d'un coup se sent généreuse, un peu de frais d'ailleurs, parce qu'elle est solidaire d'enfants qui sont menacés, et puis le lendemain, quelques semaines après, elle laisse faire des choses presque équivalentes. Parce qu'ils vont être sacrément marqués, ces pauvres gosses, quand ils auront 18 ans, qu'ils se souviendront qu'en France, on leur a fait ça. Il ne faut pas attendre qu'ils soient de bons citoyens. Ça va être des loupards affreux. Mais il faut savoir réagir. Et là, ce que j'ai marqué, c'est ma révolte, et je ne sais pas par quel bout réagir. Vous dites la société, le problème c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot. Parce que cette révolte est tout à fait légitime. Mais quand on dit la société, on accuse un fantôme, enfin on accuse quelqu'un qui, oui, qui la n'a pas société, c'est d'existence. moi. La société, c'est moi quand je réagis pas assez. Mais bon, je vais raconter une histoire vraie aussi, qui s'est passée là, il y a 2 ans. Il y avait 9 femmes qui
mères de famille qui faisaient la grève de la faim sur un trottoir dans Paris parce qu'elles ne savaient pas où loger avec leurs gosses. Elles étaient allongées sur des couvertures de l'abbé Pierre, là, de Emmaüs, et puis leurs enfants autour. Elles étaient en train de crever sous la pluie. Alors on me dit, il faut que tu y passes. Alors j'y passe, c'était 8 heures du soir, j'étais fatigué, je dis, il faut que dès demain matin, je fasse partie de ceux qui s'occupent de ça. Quand le lendemain matin, j'ai voulu m'en occuper, j'ai rien eu à faire. Car 1 heure après moi, était passé l'abbé Pierre. Et l'abbé Pierre n'a pas dit, il faut que m'en occupe demain matin. Il a poussé un cri, un coup de gueule. Il a téléphoné à l'Élysée, au maire de Paris, ou à l'archevêque, à tout le monde, au préfet. Et ça a été résolu dans la nuit même. Bon, j'ai reçu une bonne leçon ce jour-là. C'est pas le lendemain qu'il faut s'en occuper. Et l'abbé Pierre, parce qu'il s'est gueulé, il fait partie de la société, mais il sait la transformer. Donc, ce qu'il faut, c'est se rendre compte à quel point on est dans une société qui n'a pas que des mauvais côtés, d'ailleurs. Surtout, on est en démocratie. La preuve, c'est que je peux dire ça, c'est pas si mal, déjà. Mais une société qui a trop de vices et qu'il faut réagir à chaque fois. Il faut dire non. Et malheureusement, on ne dit pas assez souvent non. On a évoqué toutes sortes de belles choses, et les mythes, et la science, et la beauté, mais je crois que dans le présent, on est vraiment devant, pas un tournant, une révolution de la société qui va être profonde. C'est sûr, le monde de demain ne ressemblera pas au nôtre, et on accepte trop qu'il devienne ce que d'autres auront voulu. Et puis les autres en font autant, si bien que ce soit par à volo. Ce qu'il faut, c'est cette révolution, la faire et pas la subir. Parce que finalement, entre la vision globale de la science qui nous mène vers ce qu'on appelle l'instabilité, l'incertitude, l'imprévisible, par contre, notre vie quotidienne, elle, implique du prévisible, du stable. Ben oui, il faut bien vivre. Il faut bien précisément le contraire. Il faut bien organiser. Et si j'étais ministre, je ne saurais pas quoi faire. Mais quoi que si j'étais ministre de l'Éducation nationale, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'idées dans vos livres sur l'éducation nationale, sur la façon, sur ce qu'on devrait véritablement, non pas enseigner, mais faire admettre tranquillement, lentement, et pas du tout sous forme d'un savoir qu'on communique. C'est surtout pas du savoir. C'est le contraire du savoir. Et il y a énormément d'éléments qui font prendre conscience des insuffisances de ces enseignements, c'est-à-dire du fait qu'on continue à apprendre des dates inutiles, Azincourt, Marignan et compagnie, alors qu'il y a des dates fondamentales. Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas les dates fondamentales de Pasteur, de Mandel, de ceux qui ont vraiment œuvré d'une façon très positive pour nous permettre de nous connaître. Car Marignan nous a permis de connaître personne, même pas l'adversaire qu'on tue. D'ailleurs, à quoi ça sert de connaître quelqu'un, c'est pour le tuer. Personne ne sait contre qui on se bat. Il vaut mieux connaître quelqu'un. Connaître quelqu'un, ça veut dire l'aider à vivre, ça ne veut pas dire le tuer sur un champ de bataille. Et vous avez aussi raison, et comment, quand vous dites, je crois, dans l'idée vécue, que chaque fois que les militaires vous ont toujours expliqué que leur but, c'est précisément d'empêcher la guerre, vous posez la question, mais pourquoi est-ce que le ministère de la guerre ne s'appelle pas le ministère de la paix? Exactement. J'ai essayé.